un des problèmes majeurs, c'est que l'UNICEF vient de publier un chiffre que la nouvelle malnutrition majoritaire dans le monde est désormais l'obésité. Les œufs ne font pas augmenter le cholestérol sanguin. Donc voilà, les œufs, on y a le droit quand on souffre de cholestérol. Mais on n'a jamais vu un enfant ou quelqu'un aimer un aliment après qu'il ait été forcé à le goûter, même dans les cantines. Et ça va créer un blocage sur l'aliment en question. Donc c'est pour ça que l'équilibre dans son tout est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il faut être bien accompagné. Et que tout seul, c'est difficile d'y arriver. Drag Talks. Salut Solène. Salut Johan. Ça va? Ouais, très bien. Très bien. Je suis très content de t'avoir parce que déjà, pour que tout le monde le sache, on va commencer une nouvelle aventure dans nos vies respectives parce qu'on va commencer à travailler ensemble. Et toi, tu as aussi une nouvelle aventure qui va commencer parce que tu es magnifiquement enceinte de ton deuxième enfant. Donc félicitations. Merci beaucoup. Comment se passe le process? Écoute, ça se passe très bien. Je suis contente que tu mentionnes que je sois bien enceinte et non pas que j'ai bien mangé cet été, parce qu'il y a eu un peu des deux quand même. Très bien. Mais aucune culpabilité, bébé en a besoin. Donc, c'est donc voilà, ok. L'idée de ce podcast, c'est de bien sûr discuter sur la nutrition parce que je vais te laisser te présenter, mais tu es diététicienne. Et donc du coup, je t'en prie, présente-toi pour que les gens sachent exactement ce que tu fais et pourquoi tu es là. Alors moi, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2 ans. C'est-à-dire que j'ai eu une première carrière dans l'hôtellerie, dans le marketing. Manquait quelque chose, tu vois, dans ce service à la personne. Il me manquait ce besoin d'aider les gens, ce que j'ai toujours voulu faire en fin de compte. Et c'est à la suite de mon premier enfant, justement, que j'ai osé changer de vie. Partir vers la nutrition. J'ai pas eu le bon modèle de nutrition quand j'étais jeune. J'étais en situation d'obésité toute petite. J'ai vécu l'impact que ça peut avoir sur un enfant. Et aujourd'hui, pour moi, le but, c'est vraiment de pouvoir aider. Idéalement, au début, c'était de partir vers les enfants et de pouvoir. Mais en fait, en faisant mes études, j'ai vu que tout est passionnant dans la nutrition et dans les besoins pour aider les gens, quoi. Ok. Il y a eu donc tu as mentionné la naissance de ton premier enfant. Est-ce qu'il y a un moment shift qui t'a fait dire ok, je veux plus de cette vie d'avant et je vais commencer à faire ma passion et m'occuper de la nutrition des gens? Ça fait longtemps que j'avais envie de changer, en fait, avant qu'ils viennent au monde. Ça faisait peut-être 4 ou 5 ans. Mais comme beaucoup, tu sais, quand tu as un emploi stable, tu as une vie stable, c'est difficile d'oser et de tout raccrocher pour recommencer à zéro, sans salaire, sans travail, avec un enfant à charge. Je me disais, mais comment je vais faire pour nourrir mon enfant si je fais ça? Et en fin de compte, j'ai été bien accompagnée. Voilà. Ok. Après, effectivement, t'as raison, quand on a un métier avec la sécurité de l'emploi, avec tout ce qui va avec, c'est très difficile d'oser passer le pas. Ouais, c'est ça. Poursuivre un peu ses rêves. Mais après, tu vois, quand il est né, c'est que j'avais plus le choix. Tu sais, dans l'hôtellerie, on travaille de 7h du matin jusqu'à 23h sur le lieu du taf. Mais après, t'es toujours joignable à n'importe quelle heure de la nuit. Et ça, c'était plus possible. Ni pour moi, et puis pour eux, ils avaient besoin de quelqu'un présent. Donc c'est ça qui m'a poussée, ouais. Très bien. Mais effectivement, on pourrait en faire un podcast, même 10 autres podcasts, mais c'est pas le sujet du jour. Ouais. Effectivement, moi je voulais discuter, parce que pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis cardiologue, spécialisé principalement en prévention cardiovasculaire. C'est ce que j'ai voulu faire depuis maintenant 5-6 ans. Avant, j'étais rythmologue et je me suis dit que je voulais avoir de l'impact. Et quand on parle de prévention, en fait, quand on commence à creuser, il y a des choses qui sont indispensables, qui sont des piliers, et l'alimentation fait partie. Et c'est pour ça que à travers ce chemin et ce parcours depuis 5 ans, donc effectivement, je fais mon métier, j'espère bien le faire. Et par contre, j'ai envie de pouvoir prendre en charge les patients de manière globale. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à tes services, à ton expertise, pour avoir l'impact sur la nutrition, pour pouvoir les aider, parce que c'est vraiment un problème général, c'est un problème majeur. Il s'avère que tout le monde a besoin de manger, donc du coup tout le monde est concerné. Et l'idée c'est d'avoir ton avis, ton expertise sur la nutrition en tant qu'outil majeur en prévention. Est-ce que ça te va? Ça me va. Parfait. Ça me va très bien. D'ailleurs, pour
pour souligner ce que tu viens de nous dire, justement, un des problèmes majeurs, c'est que l'UNICEF, par exemple, vient de publier un chiffre que la nouvelle malnutrition majoritaire dans le monde est désormais l'obésité. C'est pas une bonne nouvelle parce que c'est pas comme si la dénutrition avait diminué, c'est simplement l'obésité qui a augmenté. Et ça montre à quel point c'est un problème. Hein. C'est un problème mondial, c'est un problème, je pense, qui concerne tout le monde. Là, j'avais la semaine dernière une conférence sur la prévention, c'est 17% de la population française. C'est près de la moitié de la population américaine. Donc effectivement, quand on parle de nutrition, le principal problème, comme tu l'as dit, c'est le problème de l'abondance. C'est le trop plutôt que le pas assez. Même s'il y a énormément de pays où le pas assez reste un problème. Mais dans une majorité de la population, maintenant, c'est l'abondance qui est un problème et comment gérer cet excès de nutrition. Chez nous, en tout cas. Chez nous, en tout cas, c'est ça. Ok, très bien. Maintenant, quand tu parles nutrition, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier, comment tu abordes ce problème quand les patients viennent te voir en général? Alors souvent, donc les patients viennent nous voir parce qu'il y a un souci. Alors en diététique, très souvent quand on vient nous voir, c'est vraiment qu'ils en peuvent plus, qu'ils en ont marre d'être enfermés dans des habitudes alimentaires qui leur sont délétères. Alors au début, on commence à prendre 1 ou 2 kilos et c'est un peu sournois parce que ça se voit pas, mais au fil des années, les kilos s'accumulent, le système digestif commence à ne plus pouvoir, commence à y avoir des ballonnements. Alors ça, c'est un exemple pour la malnutrition de manière générale, parce que malnutrition, c'est pas forcément dénutrition ou obésité, hein. C'est ne pas manger comme il faut, tout simplement. Okay. Donc j'ai des patients qui viennent me voir aussi pour des pathologies, hein. C'est pas seulement pour perdre du poids la diététique, c'est aussi pathologique. Donc une malnutrition sur plusieurs années peut amener à des pathologies, notamment diabète de type 2 qui aujourd'hui est un vrai souci de santé publique, et aussi l'hypercholestérolémie qui elle provoque l'athérosclérose. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut être amené à avoir une diététicienne et pas uniquement parce qu'on veut perdre du poids. Quand les patients viennent me voir, donc ils m'expliquent, je comprends pas, je fais très attention à ce que je mange, je mange très bien, j'ai une très bonne alimentation, je mange par exemple 5 fruits au petit déjeuner, hop, voilà, il y a un problème déjà. Ouais, donc voilà, c'est que souvent, il y a tellement de choses partout, à gauche et à droite, sur les réseaux sociaux, à la télé, on entend tellement de choses qu'on ne sait plus démêler le vrai du faux. Et très souvent, les patients pensent avoir tout fait, et en fin de compte, c'était pas les bonnes choses. Ouais, c'est ce que je remarque aussi. Ouais. Effectivement, tu l'as dit, c'est que une chose qui est méga importante, c'est que quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la nutrition, sachant que d'un point de vue personnel, je suis passé par tous les régimes parce que j'avais différents objectifs dans ma vie. Ah oui. Si jamais, moi j'ai pas eu de problème d'obésité, j'étais plutôt mince, mais par contre quand j'ai un peu changé de vie, j'avais un objectif de performance, sachant que j'ai toujours une petite insulino-résistance. Et donc du coup je suis passé par le régime végétarien, je suis passé par le régime cétogène, je suis passé par le régime hyperprotéiné à outrance. Et là, actuellement, je suis toujours dans le régime hyperprotéiné parce que je fais beaucoup de sport. Mais c'est vrai que sur les réseaux, t'entends tout et son contraire. Oui. Et encore une fois, comme je l'ai dit en début de discussion, j'ai la chance d'avoir un bagage médical qui peut me faire démêler le vrai du faux. Mais pour monsieur et madame tout le monde, c'est très compliqué. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, parce que parfois ça m'arrive de parler de nutrition en consultation, il y a beaucoup de personnes qui pensent faire tout trop bien. Et dès les 2 ou 3 premières minutes, il y a des red flags qui arrivent en mode « mais pourquoi vous avez pensé que ça c'était bien et tout ?» Notamment le 5 fruits au petit déjeuner, notamment, enfin, il y a beaucoup de choses... Bref, et pourtant, on nous dit manger 5 fruits et légumes. Et voilà, donc on va en parler un petit peu après. Hein, pourquoi c'est un problème? Parce que je suis sûre que les personnes qui vont nous écouter vont dire, bah alors, c'est bien des fruits. Ok, très bien. Donc, ils viennent te voir. Alors, si jamais je catégorise, il y a une bonne partie pour la perte de poids. Et la deuxième partie, c'est parce qu'il y a une pathologie qui a été diagnostiquée. Et donc, du coup, il y a une prise en charge nutritionnelle qui doit être réalisée. Donc, du coup, ils viennent te voir pour ça. Voilà, c'est ça. Très bien. Maintenant,
peut-être spécifiquement sur la deuxième partie, pourquoi la nutrition est importante en prévention cardiovasculaire, en cardiologie. Qu'est-ce que tu en penses? Justement, on en parlait juste avant. Euh, une grande majorité des personnes qui souffrent de pathologies cardiovasculaires sont dues à un facteur environnemental. Quand on parle de facteur environnemental, on parle pas du lieu géographique où on habite à cause des pesticides. On parle de quelque chose qu'on s'est infligé sur des années. La sédentarité, le tabac, la mauvaise alimentation, la plaquette de beurre qui cuit la bonne grosse côte de bœuf journalière. Hein. Il y a des personnes qui mangent de la viande rouge tous les jours, qui mangent la moitié du camembert au petit déjeuner, la deuxième moitié au déjeuner. Voilà, c'est ça les causes environnementales. Et en fait, avec la prévention appropriée, il y a des pathologies qui auraient pu être évitées. Et quand je parle de pathologie, je parle pas simplement d'avoir du cholestérol. Je parle de pathologies qui vont changer vos vies du jour au lendemain, type un AVC, type il y a L'infarctus, enfin, toutes les pathologies cardiovasculaires qui, je rappelle, est la première cause de mortalité chez l'homme et chez la femme. Donc, voilà. Ouais, voilà. Et en fait, le problème dans la prévention, c'est que on le sait, tu sais, on le sait que il faut faire attention au beurre brûlé, il faut faire attention à beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir parce qu'on n'a pas vu ces personnes-là, on n'a pas vu ce que ça fait un AVC. Alors, on sait qu'un AVC, si c'est pris à temps, on peut s'en remettre, mais pas sans séquelles. Et justement, même moi, quand je faisais mes études, je me sentais pas forcément concernée par tous ces conseils ou par tous les messages de prévention. Tu sais, quand t'as moins de 30 ans, tu t'as des analyses de sang, t'as pas de cholestérol, donc tu te dis que c'est bien, mais tu te rends pas compte qu'en fait, pour faire de l'athérosclérose, ça se fait pas en un jour. C'est pas même quelques mois de beurre dans la cuisson qui vont te donner de l'athérosclérose immédiatement. Par contre, c'est ces habitudes au fil des mois, au fil des années, qui déposent le cholestérol dans tes artères. Si tu fais une prise de sang à 30 ans, on voit rien dans tes artères, on voit rien dans ton sang. Pourtant, l'oiseau fait son nid, ou le cholestérol fait son nid. Et c'est arrivé à 5 ans, et quand t'arrives à 50, 55 ans, 60 ans, 70 ans, que c'est trop tard, que tes artères sont bien bouchées, mais tu peux pas revenir en arrière. Et ce serait magique d'avoir ce petit miroir magique qui te montre ce que tu seras ou ce que tu vivras quand tu auras 60 ans. Malheureusement, ça n'existe pas. Et c'est quand je suis arrivée en clinique, j'ai travaillé en clinique de soins de suite et de rééducation. Donc ça, c'est l'endroit où tu arrives quand l'urgence est passée, mais que tu es en trop mauvais état pour rentrer chez toi. Donc en service neurologique où j'ai vu ce qu'un AVC peut faire à une personne, et là je te dis aujourd'hui j'ai aussi peur de découvrir que j'ai du cholestérol que de découvrir que je pourrais avoir une MST, ou je sais pas, j'en ai autant peur pour te dire à quel point l'impact est majeur. Est majeur, ouais. Effectivement, trop bien. Il y a beaucoup de choses que tu as dit qui sont très importantes. J'ai bien aimé le miroir à 60 ans pour savoir exactement ce qu'on va devenir. Moi aussi, enfin moi je pense que j'ai le même exemple que toi, c'est parce que j'ai grandi dans les hôpitaux, j'ai grandi dans des salles de cardiologie, j'ai grandi avec des patients, enfin j'ai grandi quand je suis grandi, c'est ma formation. Ah oui, ouais, d'accord. Même si ma mère est infirmière, elle était en pédiatrie, mais bon bref, rien à voir. Okay. Mais quand je dis que j'ai grandi, c'est que j'ai vu ces patients de 45 ans, 60 ans, même plus jeunes, qui arrivent avec un infarctus alors qu'ils étaient censés avoir tout bien fait. Ouais. Mais se sentir intouchable, se sentir... Mais par contre, pas dépisté, avec potentiellement des facteurs de risque traités, non traités, pardon. Et donc, du coup, ce serait bien d'avoir effectivement la probabilité d'avoir des événements cardiovasculaires. Moi, j'essaie de la donner à chaque fois qu'on vient me voir, mais c'est un peu dur de s'imager cette probabilité. Donc effectivement, tu l'as dit, ce serait bien d'avoir. Et la deuxième chose, concernant par exemple la nutrition, t'as beaucoup parlé de beurre. Oui, c'est vrai, je le diabolise, mais vous allez voir que en fait, il faut pas le diaboliser. Tout. Y a pas, enfin, moi je suis plutôt dans le côté diabolisant aucun aliment. Et, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Après, je suis plutôt dans le côté objectif, c'est-à-dire que
il y a effectivement des choses qu'on regarde, notamment le cholestérol dans le sang, notamment l'athérosclérose dans les artères. Et si jamais, effectivement, ceci n'a pas de caractère pathologique, il n'y a pas forcément besoin de stresser concernant la nutrition. Mais si jamais on prend un exemple, notamment du cholestérol, parce que s'il y a bien une chose où on entend tout et son contraire, comment toi tu prends en charge un patient de ce côté nutritionnel qui vient par exemple parce que il est un peu en surpoids et il a 2,1 grammes par litre de LDL cholestérol et 2,8 grammes par litre de triglycérides. Donc pour ceux qui savent pas, Cholestérol total ou LDL? LDL, Ok. donc LDL très élevé et Ouais. une hypertriglycéridémie à ses conséquences. Ok. Alors déjà, il faut... Ce n'est pas un examen. Ouais. Juste. Il y a potentiellement des choses que tu vas dire où on sera pas forcément d'accord, mais vas-y, je t'en prie. Déjà, il faut bien séparer le triglycéride la cause des triglycérides et la cause du LDL, donc qui est différente. Alors, les triglycérides viennent dans un bilan lipidique, mais elle n'est pas causée par la consommation élevée en lipides ou en mauvais lipides, mais majoritairement par l'alcool, par les sucres industriels, Sucre raffiné, essentiellement. voilà, raffinés, les fruits en excès, parce que évidemment les fruits ne sont pas à diaboliser non plus. On est d'accord jusque-là ou pas? Pour l'instant, on est d'accord. Mais Pour l'instant, on est d'accord. Ce n'est pas Ok. l'examen. Et donc, la première chose, justement, quand j'ai les patients, c'est de leur expliquer ce petit côté physiologique et physiopathologique. Parce que, comme tu le dis, c'est que quand il faut avoir il faut, pour qu'une personne soit acteur de sa pathologie, il faut qu'il puisse comprendre, en fait. Et ça, c'est souvent ce qui manque chez les patients, c'est comprendre, en fait, d'où ça vient. Et ce que ça cause. Donc, les triglycérides, elles vont venir se coller autour du foie et empêcher le foie de bien travailler lorsqu'elles sont en excès. Ensuite, voilà. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire. Déjà, expliquer aux patients leurs analyses. Ensuite... Je te coupe, mais oui. je pense que ce petit moment d'explication, d'éducation, je pense qu'il est majeur. Ah, merci. Encore j'ai dit ma première bêtise. Non, juste, honnêtement, c'est majeur parce que c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que j'essaye de faire des discussions où en fait on essaye d'expliquer les choses, et même en consultation, même si j'ai pas trop le temps, d'expliquer des petites choses simples. Et oui. Parce que l'éducation thérapeutique, je pense que c'est un pilier majeur pour que les gens soient en meilleure santé. Et quelqu'un qui comprend, c'est quelqu'un qui se prend mieux en charge. Donc merci pour ce petit temps que tu donnes aux patients pour expliquer juste simplement. Effectivement, les triglycérides, c'est pas le surgras, enfin manger que du gras, c'est le produit transformé, effectivement, les mécanismes physiopathologiques et tout, donc ça c'est majeur. Merci. Ouais. Ah bah super. Écoute, je suis contente parce que c'est en fait, c'était te mettre en confiance. C'est bon, ça a marché, maintenant j'y vais. Voilà, et donc le LDL, lui, qui va venir se déposer dans les artères plutôt que pouvoir être utilisé par le foie pour en faire des hormones, parce que le cholestérol est très important pour nous. On a besoin du cholestérol pour les hormones, notamment les hormones sexuelles. Les neurones sont composés de cholestérol, toutes les cellules de notre corps, dont la peau, sont composées de cholestérol. Donc voilà, c'est important qu'ils comprennent que le cholestérol est important. Je me répète. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, on va parler un petit peu de leur habitude de vie, comment ils vivent, est-ce qu'ils vivent à 100 à l'heure, à 1000 à l'heure ou pas, pour que moi je puisse adapter mes conseils, tu vois, plutôt que leur dire donc le soir, vous préparez bien votre petit plat, ou alors si justement au contraire c'est qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner, voilà, je sais ce que je peux leur conseiller. Ça c'est la première chose, comprendre dans quel environnement ils vivent. La deuxième chose, et elle qui est un peu plus longue, c'est l'anamnèse alimentaire, c'est-à-dire parler de A à Z de ce qu'ils mangent du matin jusqu'au soir. Et là, très souvent, on voit d'où vient le problème. Alors, le cholestérol en excès n'est pas toujours causé par l'alimentation, il y a aussi un facteur héréditaire. C'est fou, on est beaucoup d'accord. Hein. Honnêtement, pour l'instant, ça sans faute. Ouais, bah écoute, super. Mais effectivement, juste, je vais revenir parce que les gens... pourquoi je me permets de te couper sur cette phrase parce que je l'entends beaucoup en consultation. Il y a en fait un caractère culpabilisant où les gens en fait réduisent beaucoup de choses dans l'alimentation parce qu'ils ont une hypercholestérolémie et 3 à 6 mois plus tard, ils voient leur cholestérol juste baisser de quelques points, voire même stabiliser, voire même augmenter. Et c'est ce que je leur dis que l'alimentation est un
facteur important pour essayer de normaliser le cholestérol, mais la part génétique et la part héréditaire est encore plus importante. Et donc, du coup, malheureusement, tout le monde n'a pas les mêmes cartes et tout le monde n'est pas égaux. Tout le monde n'est pas égal. Égaux. Partons sur égaux, même si je pense que c'est égal. C'est égal, je crois. Ouais, je partirais sur égal, tout le monde n'est pas égal. Mais tout le monde n'est pas égal dans la santé et tout. Et effectivement, il y a des gens qui mangent parfaitement, qui font du sport, pas de à du tout, et qui se retrouvent avec une hypercholestérolémie familiale, avec 2,5 de LDL. Et donc, du coup, ça, c'est une échelle. Vous voyez l'extrême, les deux extrêmes où il y a des LDL ultra normaux, des LDL ultra pathologiques. Et en fait, on se situe dans une échelle qui est majoritairement liée à la génétique. Et après, c'est effectivement l'alimentation, l'activité physique qui permettent de savoir si qui permettent de réguler à la baisse ou à la hausse ce LDL ça. Donc, zéro culpabilité. Je t'en prie, désolé. Oui, non, c'était très bien. Et justement, donc ça, c'était le premier point, mais il y a aussi tout l'inverse, où les patients pensent au contraire faire de bonnes choses, et en fin de compte, voient qu'il y a quand même pas mal de cholestérol dans leur alimentation. Donc voilà, ensuite, on va faire l'anamnèse alimentaire, ce qui va pouvoir révéler les points qui posent souci. Juste, pas forcément sur le côté hypercholestérolémique, mais du coup, dans cette anamnèse alimentaire, si jamais vous pouvez citer les grandes erreurs partagées par la majorité de tes patients. Les fausses vérités, au gros, globalement, que tes patients croient vraies, mais en fait... Alors, la première chose, c'est j'ai du cholestérol, donc je mange plus de beurre, je mange plus de produits laitiers, je mets de la margarine le matin au petit déjeuner. Alors moi, je déteste la margarine, même comme tu le disais, il n'y a aucun aliment à diaboliser, mais la margarine, c'est souvent un truc qu'on prend parce que on veut faire mieux dans son alimentation. Mais la margarine, alors déjà, c'est des huiles qui ont été très hydrogénées, complètement hydrogénées et transformées pour pouvoir leur donner l'aspect du beurre, donc on enlève un mal pour un bien, et en plus dans une petite plaquette de beurre, t'as 20 grammes de cholestérol, sachant que quand tu souffres de cholestérol, que tu contrôles ton taux de cholestérol, là tu vas pouvoir me dire si t'es d'accord, on essaie de pas dépasser 250 mg de cholestérol dans l'alimentation journalière. C'est une très bonne chose que tu m'aies posé la question, je n'en ai aucune idée, honnêtement je pense que une très grande majorité des cardiologues ne savent pas le lien entre les aliments et le cholestérol, parce qu'on ne l'apprend pas. Encore une fois, la nutrition, c'est peut-être 4 heures de cours magistraux sur toute ma formation. Et encore une fois, la cardiologie en prévention cardiovasculaire, c'est une très petite fraction de tous les cardiologues. Et je parle parfois avec mes potes rythmologues, tout et tout, ils n'ont aucune idée. Et donc, du coup, toute humilité, j'apprends des choses parce que je sais pas. Moi, si tu veux savoir, c'est que, par contre, ce que je défends, c'est que le cholestérol alimentaire n'est pas forcément l'aliment qui fait le plus augmenter le cholestérol, notamment avec les œufs, où c'est riche en cholestérol, mais ça se traduit pas forcément avec une cholestérol. Je vais y venir à ça justement dans les petits points. Et donc, voilà, pour se rendre compte, en fait, une petite plaquette de beurre n'augmente pas le cholestérol si on fait attention dans la globalité. Donc voilà, 20 grammes de cholestérol pour une petite plaquette de beurre de 10 grammes sur 250 mg, c'est rien. Donc voilà, ça c'est une des choses. Les œufs, justement, parlons-en. Les œufs, alors pendant très longtemps, nous en tout cas, quand on a dans notre jeunesse, en grandissant, la fausse vérité c'était que les œufs ont beaucoup de cholestérol, on ne peut pas en manger quand on souffre de cholestérol. Or, des nouvelles études sont sorties assez récemment, on va dire ces 10 dernières années, démontrant que les œufs ne font pas augmenter, alors en tout cas c'est relatif, hein, si tu manges 10 œufs par jour tous les jours, on risque d'avoir un souci, mais les œufs ne font pas augmenter le cholestérol sanguin parce qu'ils sont pourvoyeurs d'acides gras insaturés. Les acides gras insaturés permettent de faire circuler le cholestérol justement vers ton foie pour qu'il puisse lui l'utiliser, j'utilise des mots simples pour qu'on puisse comprendre, pour que ton foie puisse les utiliser pour les acides biliaires, là, donc les sucs de digestion, pour encore une fois ses hormones, etc. Donc voilà, oui, il y a du cholestérol, mais le corps sait l'utiliser. Contrairement à d'autres acides gras ou cholestérol qui va venir le déposer dans tes artères, tout simplement. Donc voilà, les œufs, on y a le droit quand on souffre de cholestérol. Ça, c'était une autre vérité. Là, je tiens juste à dire juste une chose, c'est que
tu l'as dit, et ce qui est vrai dans la nutrition, en cardiologie et en santé en général, c'est que il y a des nouvelles études qui arrivent. Et oui. En fait, en sciences, c'est toujours comme ça. Je pense, 1950, 1960, avec la naissance de l'evidence-based medicine, avec toutes les études randomisées ou les études de cohorte, jusqu'à 2025. En fait, il y a eu des milliers d'études et il y a des choses qu'on pensait vraies avant qui deviennent fausses. Il y a des choses qu'on pensait fausses avant qui deviennent vraies. Il y a des choses qui étaient vraies et qui sont toujours vraies. Il y a des choses qui sont fausses et qui sont toujours fausses. C'est juste pour faire comprendre que la science évolue et que, heureusement, il y a d'autres façons de prouver des choses. Et l'idée, et c'est pour ça que c'est important pour toi comme pour moi, c'est de rester en fait informé, de rester éduqué pour pouvoir transmettre les nouvelles entre guillemets vérités. Et je ne peux pas savoir, mais potentiellement dans 30 ans, il y a des choses qu'on pensait vraies aujourd'hui qui sont fausses. Mais c'est parce que c'est comme ça que la science évolue. Oui, voilà. Je voulais juste le dire parce que c'est très important, les gens comprennent pas ce concept. Oui, c'est ça. Et je raconte ma vie encore une fois, mais je suis désolé. Mais non, mais c'est important parce que ça, ils me le disent en consultation. Bah, alors on nous disait ça et puis maintenant ça change, donc c'est bon. Hein, moi, j'arrête de. Exactement, mais moi, le principal problème, c'est je suis plutôt jeune. Et du coup, il y a des confrères cardiologues qui sont eux sur le départ à la retraite, et en fait, on leur a appris des choses où on m'a appris le contraire. Ouais. Et moi, je suis le jeune médecin, voilà, qui dit non, en fait, c'est ça. Et en fait, ils diabolisent leur ancien confrère. Et je leur dis aucune diabolisation. C'est pas de leur faute, c'est juste que la science évolue et que ça évolue tellement vite, il y a tellement de choses à faire savoir qu'on peut pas tout savoir. Écoute, non, c'est un point très important. C'est bien que tu l'aies mentionné. Ensuite, donc là, j'en ai fini pour le cholestérol. Tu me disais pas forcément pour le cholestérol, ça tombe bien parce que j'en ai d'autres. Donc, je veux maigrir, je mange beaucoup de fruits, 5 fruits au petit déjeuner et c'est tout. Donc, c'est quoi le problème en fait avec les fruits et d'en manger trop, parce que j'en avais déjà parlé avant, c'est que quand on parle de 5 fruits et légumes, on est surtout sur 2 fruits et plutôt 3 légumes, parce que les fruits, même si c'est bon pour la santé, c'est riche en antioxydants, ça protège le cœur, les antioxydants. Les fibres aussi protègent tout, en fait, pas que le cœur. Mais ils ont aussi du sucre, et beaucoup de sucre pour certains. Alors ça veut pas dire qu'on ne peut plus manger de raisins ou de bananes qui, eux, sont les plus sucrés, mais ça veut dire que manger du sucre tout seul au petit déjeuner, et ben, ça te fait un pic glycémique. Un pic glycémique provoque de l'insuline, et l'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va venir vite retirer ce sucre de ton sang, qui abîme ton système sanguin. Veineux, va vite le retirer, mais qu'est-ce qu'il va en faire ? Il faut bien en faire quelque chose, il va venir le stocker en graisse. Voilà, donc c'est pour ça que on doit faire attention, tout est dans l'excès, ou voilà, la dose fait le poison. Donc du coup, tu disais plutôt 2 fruits et 3 légumes par jour, ou 2 fruits et 3 légumes au petit déjeuner ? Par jour. Très bien. Sachant que les légumes, c'est en illimité, évidemment, mais c'est plutôt les fruits qu'on va essayer de contrôler, comme dans tout, comme le cholestérol qu'on va essayer de contrôler mais pas éliminer, la viande rouge qu'on ne va pas éliminer, les produits laitiers, le fromage qu'on ne va pas éliminer. Il est excellent pour les intestins, il nous apporte du calcium, et on ne veut pas protéger que son cœur, mais on veut aussi bien vieillir avec un squelette en bonne santé. Voilà. Et donc justement, ça c'est un autre problème. J'ai arrêté de manger du fromage aussi, c'est un peu comme le beurre, parce que y a du cholestérol dedans, oui, mais une portion de fromage c'est environ 30 grammes, hein, souvent, tu sais, c'est déjà prédécoupé. Et ça, pareil, l'ANSES recommande au moins 2 produits laitiers par jour pour un adulte, et pour les personnes âgées au-delà de 65 ans ou après la ménopause pour les femmes, et pour les jeunes de moins de 24 ans, elle en préconise même 3 produits laitiers. Que tu souffres de cholestérol ou pas. Encore une fois, pour protéger ton squelette, mais aussi parce que tes muscles ont besoin de calcium pour se contracter, et plein de choses. La transmission nerveuse, c'est du calcium, voilà. Donc là, on en vient justement dans le vif du sujet, et de ce que c'est mon travail, c'est justement l'équilibre alimentaire. On peut manger de tout, même des frites, parce que le plaisir alimentaire, c'est très important. Mais les frites, c'est pas tous les jours, c'est pas idéalement pas toutes les semaines, et quand on va au restaurant, on se fait plaisir, c'est pas au restaurant qu'on va manger une salade. Si on a envie d'une bavette avec des frites et une sauce béarnaise, on y va.
Et l'équilibre, justement, c'est de faire attention sur plutôt la semaine ou même sur la journée quand tu t'es fait un repas plaisir. Parce qu'un repas ou alors une alimentation où on supprime tout, on va vite craquer et très rapidement. Et après, on a le retour du bâton et l'effet yo-yo qui est là. Cet effet yo-yo qui est encore plus délétère. C'est un truc de dingue. Encore plus que l'OMS ne recommande plus d'inviter un patient à perdre du poids, un patient en situation de surpoids, si elle n'est pas pathologique, ce surpoids. Pourquoi ? Pour éviter à tout prix cet effet yo-yo qui est... Le yo-yo, il est... Moi, je le connaissais, pas parce que je m'appelle Yohan et que mon surnom c'est cheveux. Je suis drôle ce matin. Mais... sûrement tu vas couper ça, hein. Mais non, mais honnêtement, parce que, en fait, ça aussi, c'est une chose que j'ai en consultation, c'est des patients qui, juste sur leur vie, ont pris plus 20, plus 30 kilos, et qui me sortent, ouais, mais ce régime-là, il était ultra efficace, et j'ai perdu, je sais pas combien de kilos. Ouais, et aujourd'hui... En fait, je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire que ce régime est efficace, parce que le but d'une habitude alimentaire ou d'un régime, c'est effectivement d'avoir un équilibre corporel, un équilibre de poids sur la durée. Et donc, si un régime vous a fait perdre 5 kilos en, je sais pas, un mois et demi, et qui vous a fait prendre 10 kilos en 2 ans, le net, c'est plus 15 kilos, et donc, du coup, ce régime n'est pas efficace. Et ça, c'est purement l'effet yo-yo, et il est ultra fréquent dans la population. Moi, je ne l'ai pas. Et oui, parce qu'on est mal accompagné. Il est ultra fréquent parce qu'on est mal accompagné à cause de toutes ces fausses vérités. Comme on le disait, les fruits au matin qui te font prendre, au contraire, qui te font grossir, alors que tu as mangé que des fruits et que les fruits ne sont pas les plus caloriques. Alors que manger, je sais pas, un morceau de pain avec un petit peu de beurre et des œufs, qui est plus calorique, aurait un impact moins délétère sur ton régime, si tu es en régime. Mais même pour une personne en bonne santé qui n'a pas besoin de perdre de poids, c'est moins délétère de manger plus calorique, mais avec des protéines, des lipides, voilà, que manger des fruits tout seul. Parlons-en de cet effet yo-yo, pourquoi il est aussi délétère, parce que quand tu perds beaucoup de poids et que tu vas reprendre le double derrière, il faut savoir que tes cellules graisseuses, une fois qu'elles arrivent à saturation, en général on est autour de 5 kilos en plus de prix, tes cellules graisseuses vont arriver à saturation. Quand elles sont saturées, elles vont se dédoubler parce qu'il n'y a plus de place pour stocker le gras. Et une fois qu'elles sont là et qu'elles sont dédoublées, elles s'en vont plus. Elles sont là. Et donc, on a des nouvelles cellules graisseuses qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir se remplir. C'est leur rôle. Et donc, on prend beaucoup plus facilement de poids ensuite. C'est pour ça que c'est extrêmement... Enfin, une des raisons, en tout cas, pourquoi c'est extrêmement délétère et pourquoi on veut à tout prix éviter cet effet yo-yo. Il faut bien comprendre ça. Et ça, c'est un autre souci que j'ai avec mes patients au cabinet. Et on l'est tous, hein, quand on fait des efforts, on veut un résultat immédiat. On veut perdre 2-3 kilos en une semaine, mais moi je les préviens toujours, chez moi ou avec moi, on ne fera pas de régime où vous allez perdre 2 ou 3 kilos, je ne peux pas vous aider de cette manière-là, 2 ou 3 kilos en une semaine. Il va falloir de la patience et vous rendre compte que avoir perdu 2 kilos en un mois, c'est excellent, c'est génial. Non seulement vous n'avez pas repris de poids, mais en plus vous en avez perdu, c'est génial, en faisant des efforts qui sont acceptables et qui sont faisables sur la durée. Parce que justement, chez moi, on ne fait pas de régime, outre pathologie, hein, mais quand on veut perdre du poids, on ne fait pas vraiment de régime, on rééquilibre l'alimentation. Et c'est ça aujourd'hui la nutrition, et c'est comme ça que travaillent en tout cas les jeunes diététiciens aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on a été éduqués. C'est de rééquilibrer l'alimentation, c'est le rééquilibrage alimentaire, c'est un peu le mot qui est à la mode en ce moment, mais c'est selon moi une des seules façons de pouvoir travailler, c'est on rééquilibre l'alimentation, et en rééquilibrant tout ça, en ayant toujours son petit bout de fromage, en ayant toujours un petit peu de viande rouge 1 à 2 fois par semaine, hein, selon les recommandations de l'ANSES, parce qu'il nous faut aussi du fer. C'est pour ça que même quand on souffre de cholestérol, on doit toujours avoir un peu de viande rouge dans son alimentation, pour pas être anémié, parce que t'es anémié, t'es fatigué, t'es essoufflé rapidement. Comment veux-tu faire du sport si tu es fatigué? Voilà. Donc c'est pour ça que l'équilibre dans son tout est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il faut être bien accompagné, et que tout seul c'est difficile d'y arriver. Et alors oui, certains, on entendra, moi j'ai mon ami qui a fait ce régime-là en mangeant que des fruits, il a réussi à perdre 20 kilos, mais déjà on verra dans un an où il sera, et ensuite si ça a marché pour lui, c'est pas une majorité.
Et ils représentent pas la population en général. C'est clairement pas la majorité. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne est différente. Oui. Et donc, du coup, un régime qui marche pour quelqu'un ne marche pas forcément pour tous. Mm. Et il n'y a pas de régime magique. Sinon, vu la quantité de régimes, on l'aurait trouvé. Très bien. Merci pour toutes ces explications. J'avais juste 2 questions sur ton expérience personnelle. Là, ça fait peut-être 2-3 ans qu'on voit arriver des nouveaux traitements, notamment contre l'obésité. Les anti-GLP-1, pour ne pas les citer. Quel est, toi, dans ta pratique quotidienne, est-ce que les patients en prennent? Est-ce que les patients veulent en prendre? Est-ce que les patients pensent que c'est le traitement magique? Enfin, quel est ton avis sur ces traitements? Et en France, les patients c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est majoritaire. En France, on n'en a pas énormément encore. Alors, pas énormément, parce que l'indication pour l'obésité, elle est présente, mais elle n'est pas remboursée, et ça coûte. Et c'est un peu plus dur. Et donc, de s'en procurer, c'est ça. Et du coup, c'était ma deuxième question. Mais j'en ai quand même. D'accord. Et donc j'ai eu des patients qui ont eu cette prescription et qui arrivent au fond du gouffre parce que il y a plusieurs pathologies qui sont développées à côté, c'est-à-dire qu'une personne qui en a réellement besoin, il y a une étude qui vient de sortir justement qui montre que les personnes qui l'ont pris, je sais plus ce que c'était, la pathologie qui s'est développée, je crois que c'était au niveau de la vue, qui avait 75%. Si tu ne souffres pas de diabète et que tu prends cet anti-GLP-1, tu as 75% de chances en plus de développer cette pathologie qui, dans les études, montrait que c'était seulement 25% de chances pour les patients qui ont fait le test, le trial run de ce médicament. C'était un patient sur 4 si on prend le chiffre de 25%. On mettra... parce que moi je l'ai pas lu, je sais que j'en ai entendu parler, mais je l'ai vu dans le Times, alors que ces patients qui le prennent pour simplement perdre du poids alors qu'ils ne souffrent pas de diabète ont plutôt 3 chances sur 4 de l'avoir. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a d'autres soucis où ils arrivent à un moment où ils n'arrivent plus à perdre de poids, ils sont toujours en surpoids, mais ils sont complètement bloqués, leur métabolisme est complètement bloqué. Et c'est très difficile de sortir de ce cercle vicieux. C'est pas une solution en fait, c'est pas une solution comme ces régimes, par exemple, je me souviens, moi quand j'avais 18 ans, donc c'est-à-dire il y a longtemps, plus de 15 ans, il y avait ce régime à la mode qui était de manger que des protéines, petit déjeuner, dîner, pour pas citer le nom de le médecin qui a sorti ce régime. Et t'arrives à un moment où t'es bloqué, ton corps ne comprend plus rien, tu peux... En fait, il faut un reboot complet et c'est pas des régimes qui sont faisables sur le long terme. Ok. La deuxième chose que je voulais parler, c'était notamment sur le fait que justement ces traitements coûtent cher, c'est la composante financière de tes patients. Moi, c'est quelque chose que j'ai dans ma patientèle, c'est que les gens me disent ça coûte trop cher de bien manger. Est-ce que tu es d'accord? Et juste compléter sur ça, si jamais tu as des solutions. Alors, beaucoup de personnes le disent, non, ça coûte pas forcément très cher de bien manger, non, ça coûte pas plus cher, etc. Mais ça demande quand même des connaissances, pas mal d'organisation. C'est vrai que quand on n'est pas forcément très bien accompagné, oui, ça peut coûter plus cher de bien manger. Le poisson coûte forcément plus cher que des œufs, que rajouter une bonne pièce de viande rouge quand toi t'aimes pas la viande rouge et que tu peux manger que du filet parce que c'est la seule chose que t'aimes, forcément ça va coûter un peu plus cher. Il y a des moyens, mais il faut se faire aider. Toi par exemple, ça c'est une question que je me posais, c'est est-ce que dans ton anamnèse alimentaire, tu prends en compte les capacités financières des patients ou en fait, moi je me vois, honnêtement ça me choquerait pas si en gros tu leur posais la question quel est le budget que tu es prêt à allouer dans la nutrition et dans le suivi alimentaire pour pouvoir avoir cet objectif que tu veux avoir. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte ou Souvent, c'est eux qui le mentionnent, tu sais. Alors, je vais pas leur demander cash pistache, mais je vais... Cash pistache. Ouais.
J'ai jamais entendu. Mais souvent, tu le vois, tu le sais, tu le sens quand tu parles de... Mais il y a des moyens, tu sais, par exemple, le maquereau, la sardine, c'est les meilleures sources d'oméga 3 et c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher. Ah, je suis d'accord. Eh oui. Manger des sardines le matin. Voilà, et donc ça fait... Ah, mais vraiment, ça, c'est clairement, il y a des aliments qui sont tellement sous-cotés dans le rapport qualité-prix où Et on n'y pense pas. une qualité exceptionnelle et des prix juste dérisoires. Et effectivement, la sardine et le maquereau, c'est hallucinant. Mais vraiment, ça coûte Là, je que l'ai fait dalle. frétiller, là. Regardez. C'est parce que, alors, pour être totalement transparent, je mange des sardines et des maquereaux le matin, parce que déjà j'aime bien ça, et effectivement ça allie beaucoup de mes objectifs, notamment les protéines, les oméga 3, Ouais. les bonnes graisses, et voilà. Mais les gens se rendent pas compte en fait. Il y a, oui, encore une fois, je suis cardiologue et j'ai la chance de bien gagner ma vie, mais les sardines ça coûte que dalle. Ouais. Et ma femme me pète les bonbons parce que j'arrête pas de lui demander de m'en acheter et tout, mais parce que juste vraiment c'est un aliment tellement sous-coté, donc je suis très content que tu le cites. Ouais. Désolé pour ça. Eh ben, il y a celui-ci, et puis il y en a d'autres, hein. Ah oui, Par exemple, les haricots verts en boîte. On n'y pense pas à manger plus de fruits et légumes. Et oui, ça coûte très cher, les fruits et légumes. Et même moi, je le ressens, quand, un plat de pâtes contre un plat de légumes bien cuisinés avec un morceau de protéines, ça va coûter forcément plus cher. Surtout quand on veut pas choisir n'importe quel... Oui, il y a du poulet pas cher, mais on veut aussi faire attention aux antibiotiques. Enfin, tu veux pas acheter un poulet qui a été élevé en batterie. Très souvent, on le fait, hein, parce que c'est forcément moins cher. Mais dans l'idéal, enfin, je sais que moi, si j'achète du poulet que mon fils va manger, je vais y mettre le prix. Et beaucoup de personnes... Excuse-moi, mais c'est en fait, moi, c'est le souci que j'ai, parce que beaucoup de mes collègues diététiciennes le prônent, ça, que ça coûte pas forcément plus cher de bien manger, mais oui, si, moi, je pense que ça peut coûter un peu plus cher, mais il y a des astuces, et il faut trouver les bonnes astuces, quoi. Il faut être accompagné et se renseigner et chercher, quoi. Du coup, une transition, parce que tu parles de ton fils. Moi, je vais juste, encore une fois, raconter ma vie. Il y a une chose que j'ai remarqué dans l'éducation avec mon fils, qui a 4 ans et demi, c'est que il mange exactement comme papa et maman. Mais vraiment, juste pour un exemple, donc le matin, je mange des sardines. Mais je mange pas que ça, hein, je mange d'autres choses. Des huîtres, non, je rigole. Et ben, du coup, il va manger, il mange chez Macro le matin. Et ma femme mange pas comme moi et tout, mais mange plutôt sainement avec des skyrs flocons d'avoine et tout. Ouais. Et il mange comme nous. Et le week-end, souvent, ma femme craque pour ne pas la culpabiliser et elle mange tartine et comment vous appelez ça, c'est pour pas citer la marque. Pâte à tartine. Et mon fils, eh ben c'est ah mais moi je veux comme maman et tout. Ouais, mais oui, et, tout pareil pour nous. Moi ma vision c'est vraiment dans l'alimentation de l'enfant, vraiment par l'exemple. Donc du coup lui montrer l'exemple comment bien manger et tout. Comment, je sais que tu voulais en parler, mais du coup, quelle est ta vision sur l'alimentation chez l'enfant? Quels sont les principaux problèmes qu'on voit? Alors, les principaux problèmes qu'on voit chez les enfants, c'est souvent avant 2 ans, l'enfant mange à peu près tout, il aime tout. Et on se dit toujours, c'est génial parce qu'il mange tous les légumes, je lui fais ses purées, etc., c'est top. Et du jour au lendemain, ça change. Ça peut commencer à partir de 18 mois. Souvent, c'est autour de 2 ans, 2 ans et demi, quand ses goûts, ses papilles se développent. Et là, c'est le monde qui s'effondre parce qu'on sait plus du tout quoi faire. La veille, il aimait bien, le lendemain, il aime plus. Moi, mon fils, quand il avait 2 ans et demi, son plat préféré, c'était les brocolis avec la purée de pommes de terre. Aujourd'hui, impossible de lui faire manger et la purée de pommes de terre et les brocolis, alors que c'était son truc préféré. Ça change, les goûts s'installent et il y a un phénomène qui s'appelle la néophobie alimentaire. Une étude qui est récemment sortie dans quel pays on s'en fiche, bref, et qui a montré qu'en fait cette néophobie alimentaire est inscrite dans l'ADN de 75% des adultes, donc de ces adultes qui un jour ont été enfants, ce qui représente 75% des enfants. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal, mais qui peut être accompagné. Et du jour au lendemain, donc voilà, les enfants ne veulent plus manger que des pâtes aux gruyères, etc.
Le problème, justement, donc pour répondre maintenant à ta question, c'est que on va s'arrêter de cuisiner des légumes, on va s'arrêter de mettre de la viande parce qu'on sait qu'il va pas manger. Et surtout, ça va créer des tensions au repas. Et on va dire, tu vas me goûter ça. Mais on n'a jamais vu un enfant ou quelqu'un aimer un aliment après qu'il ait été forcé à le goûter, même dans les cantines. Et ce qui est génial, c'est que normalement, dans les cantines aujourd'hui, on peut plus forcer les enfants à goûter les aliments ou à manger son assiette. Malheureusement, ça se fait encore. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ne forcez pas l'enfant à manger quelque chose qu'il ne veut pas manger. Il n'aimera pas de toute façon et ça va créer un blocage sur l'aliment en question. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà nous, et justement ce que tu disais, en tant que parents, on est l'exemple, ne jamais s'arrêter de cuisiner des légumes. Ils mangent pas, tant pis, nous on va les manger, ces légumes, on va les cuisiner, on va continuer c'est ça l'éducation, de donner l'éducation aux fruits, aux légumes, à la viande rouge, et surtout le petit déjeuner salé le matin qui est idéalement le petit déjeuner le plus physiologique par rapport aux tartines de beurre confiture avec le fruit qui est majoritairement sucré. Hein. Et voilà, donc moi justement, ton infirmière me demandait qu'est-ce que je lui donne au petit déjeuner le matin. Mon fils, les restes de la veille, des fois ça va être des pâtes aux gruyères avec un peu de pesto dedans. Parfois ça va être une pizza au fromage ou jambon fromage. Et souvent c'est lui son péché mignon, c'est le boursin ail fines herbes, donc c'est pas mieux que le maquereau le matin. Il faut bien brosser les dents. Je te dis, je l'envoie à l'école, il sent l'ail, mon fils. Mais voilà. Pas ce problème, juste que tout le monde soit clair. Ou alors on te l'a jamais dit. Je vais boire, je vais faire un tour avec Nicolas Marais. Okay. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, c'est l'éducation qu'on va leur donner. On est le premier exemple, donc n'abandonnez pas de cuisiner et de cuisiner déjà, ça c'est important. Que les enfants aient l'éducation de la cuisine, de voir leur papa, leur maman cuisiner. La deuxième chose, c'est qu'à un moment ça va se débloquer cette néophobie alimentaire. Ça peut durer jusqu'à 9 ans malheureusement. Mais si on ne fait rien, ça va continuer beaucoup plus tard avec des adolescents qui ne mangent que des frites, du fast-food, que des choses ultra transformées, alors que si on continue de faire les choses appropriées, c'est-à-dire déjà ne pas les forcer à goûter, mais de le mettre dans leur assiette. Moi j'ai une petite assiette compartimentée, il y a le petit compartiment des légumes et le rendre sous forme de jeu, c'est-à-dire que pendant un moment il voulait plus manger de viande et je lui disais bon écoute, la viande tu la goûtes mais juste un tout petit bout, hein, parce que les biscottos ça va bien maintenant, hein, tu commences à nous battre. Et là, il goûte toujours, forcément. Donc voilà, plutôt le jeu que de se frustrer. Et alors, pas de culpabilité, parce que c'est dur, hein, de pas se frustrer ou de s'énerver quand on a passé 1 heure à faire un bon petit plat et qu'il refuse de le goûter et qu'on s'est dit là, c'est sûr, il va adorer la déception. Ça marche tous les soirs. Cuisiner 1 heure. Ouais, c'est ça, ouais. Mais quand ça arrive, en tout cas, tu vois, voilà. Donc c'est ça. C'est la patience. Et très bien. Moi, l'éducation. Je rejoins vraiment ce que tu dis parce que déjà il y a une chose, c'est en tant que parent, on fait souvent comme on peut et après éduquer par exemple, c'est vraiment ce que j'ai appris c'est ça. Que sur l'alimentation, mais même sur le sport, sur différentes choses, j'essaie vraiment de donner l'exemple à mon fils. Mais je pense que c'est une des meilleures manières d'éduquer sans donner de conseils à tout le monde. Et après moi ce que j'évite aussi, c'est justement toujours lui proposer des choses entre guillemets saines pour sa santé au niveau alimentaire. Et pas que, au fur et à mesure, avec l'effet cumulé, ça soit remplacé par justement tout ce qu'il est censé aimer, c'est-à-dire tous les produits transformés, tous les aliments pas très bons pour sa santé. Parce qu'à la fin, effectivement, comme tu l'as dit, en préadolescence, adolescence, ça se résume à manger que de la merde. Très dur de revenir en arrière. Et très compliqué. Un repas équilibré, qu'est-ce que c'est ? C'est 25% de protéines sous toutes ses formes, 25% de féculents et le reste, la moitié, en légumes. Ça, c'est le repas équilibré. C'est comme ça l'équilibre. Trop de légumes, ou pas du tout de féculents, c'est pas bon. Pas de protéines, c'est pas bon. C'est pas l'équilibre. Mais on va me dire, déjà, ça prend du temps de cuisiner de la viande tous les midis, ou alors ça prend du temps de cuisiner les légumes. Les légumes, ça tient, c'est pas comme les pâtes, ça tient quelques jours et après ça pourrit. On n'en a pas toujours, mais aidez-vous des choses simples. Donc les macaronis
macros en boîte qui pourra apporter des protéines en plus. Même le thon. Alors on fait attention, on parle beaucoup du thon aujourd'hui à cause des polluants éternels qui sont dans le thon, mais on peut quand même en manger, pas tous les jours évidemment. Ensuite, il y a donc les légumes en boîte. Souvent on va dire que c'est trop salé, alors on peut pas trop en manger, mais c'est bien d'en avoir toujours au moins une boîte, une ou deux boîtes dans le placard pour dépanner les jours où on n'a pas le temps de cuisiner justement. Alors forcément ça va passer par un petit effort supplémentaire, donc cuisine un peu plus, avoir les aliments disponibles, et quand on les a pas justement, voilà, céder des boîtes de conserve. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont pas bons du tout. Je pense à une ratatouille en boîte, en fait, c'est pas forcément moins bon qu'une vraie ratatouille fait maison, surtout si on la réassaisonne derrière. Une boîte de maïs, voilà. Donc ça, c'est une deuxième chose. Céder, en fait. On n'est pas un super-héros, on peut pas tout faire, et certes, la conjoncture actuelle fait que on travaille beaucoup, on a moins de temps à la maison, on a moins de temps de faire les courses, ou alors ça coûte plus cher. Voilà, il y a ça. Très bien. Eh ben, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Solène. Encore une fois, j'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Pour tout le monde qui nous ont écoutés, j'espère que vous avez aussi passé un bon moment. L'idée, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est pas de vous culpabiliser s'il y a des choses qu'on a partagées et que vous faites pas, il y a aucun souci. L'idée vraiment de cette discussion, c'est d'abord donner des conseils, on va dire un peu pratiques pour pouvoir vous aider à être en bonne santé à travers l'alimentation. N'oubliez pas les autres piliers, le sport, le sommeil, s'il vous plaît. Et de toute façon, on va refaire ça parce que Solène va nous rejoindre. Je le redis, pour pas qu'elle puisse partir entre-temps. Elle va accoucher, mais elle va revenir. Et voilà. Et franchement, l'idée, c'est, à travers cette discussion, c'est vous aider effectivement à être en bonne santé, à prévenir plutôt que guérir. Et effectivement, l'alimentation est un pilier majeur. Donc, merci à vous, merci à toi, merci à Léna. Si jamais vous aimez ce genre de podcast, ce genre de discussion, n'hésitez pas à le dire, à le liker. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à le dire en commentaire, et on prendra le temps d'y répondre, soit moi, soit Solène. Et à partager. Et à partager, effectivement. Merci à tous, merci Solène, et salut. Salut.